Bonjour à tous, bienvenue à ce tout premier lunch de l'année 2024 en compagnie de Jean-Philippe Claude qui viennent tout juste d'arriver à la seconde près. Timing absolu. Donc, soyez les bienvenus à ce 151e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Très, très heureux de commencer l'année avec vous. Et d'entrée de jeu, on va vous souhaiter justement une bonne année et on espère que la vie va vous apporter ce que vous avez besoin pour être encore plus heureux. On va vous laisser choisir, c'est propre à chacun. Évidemment, la santé, ça va de soi, mais j'espère que vous allez faire ce qu'il faut, les actions, prendre action pour que la santé aille mieux de votre côté. Et on est accompagné, comme je disais, de Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut, bonne année Yvan, bonne année. Bonne année à toi. Passez des bonnes fêtes. Oui, toujours, on pense toujours se reposer, finalement on ne se repose pas pantoute. Mais c'est ça, non, c'est le fun. Ça a été rempli de joie, de famille, voilà. T'es content que la grève soit réglée? Oui. Ouais, moi, j'étais chanceux. Je ne faisais pas partie de la FAE, là, ça faisait longtemps que c'était en grève. Moi, j'ai eu quelques personnes de grève, là, donc ça va. Good. Hey, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, on va parler fiscalité avec notre ami Richard D'Amour, qu'on va vous introduire à l'instant. Richard D'Amour, avocat fiscaliste, ami, coach au club depuis, je crois, 2009, si ma mémoire est fidèle. Grand collaborateur du club. On est content de l'avoir avec nous. Donc, salut Richard. Yvan, salut. Jean-Philippe, salut. Définitivement, tu me permets de rajeunir en me disant que je suis là depuis 2009. Ouais. Comme je dis souvent, à l'époque, j'avais des cheveux. Ouais. Good. Hey, merci d'être là, Richard. Donc, vous allez vous gênez pas pour poser des questions à notre ami. On va vous laisser vous exécuter dans le chat pendant que Richard va se présenter, peut-être à nos auditeurs qui ne connaissent pas. Certainement. Merci, Yvan. Hey, très heureux d'être ici avec vous. On débute l'année en parlant fiscalité. Pourquoi? Parce que très, très important d'en tenir compte tout au long de l'année. C'est pas juste quand vient le temps de faire sa déclaration de revenus. Je me présente Richard D'Amour. Je suis avocat depuis 30 ans, fiscaliste depuis quelque chose comme, je sais pas, 26 ans. Au club depuis 2009, à diverses formations que j'ai la chance de donner aux investisseurs immobiliers. Et je suis également moi-même un investisseur immobilier. Donc, votre réalité, je la connais. Excellent. Hey, merci. Merci. Donc, pendant que vous exécutez pour poser des questions à Richard, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner 3 prix qu'on fait tirer. Et le premier prix qu'on fait tirer à la fin, c'est le IMO 101. Donc, 100 $ applicables sur la formation L'indépendance financière grâce à l'immobilier qui sera donné par moi-même et Jean-Philippe. Donc, donné à 11 200 investisseurs. C'est vraiment le cours de base pour se lancer en immobilier. C'est issu du livre de M. Lépine, L'intelligence financière grâce à l'immobilier. Donc, un livre vendu à 50 000 exemplaires. Donc, et voilà. Ensuite, on fait tirer, pour ceux qui sont disponibles toute la fin de semaine, le Boostcamp Go, qui a lieu en même temps, évidemment, que IMO 101, donc le samedi, et ça se poursuit le dimanche. Et c'est une valeur de 595 $. Donc, on fait tirer ça à la fin du lunch. Et 250 $ de rabais applicables sur le programme Élite. Donc, notre coaching, qu'on va vous parler en détail tantôt, qui débute le 24 février à Montréal et le 23 mars à Québec. Donc, à vos claviers. Pour participer, on partage et on inscrit dans le chat le mot Go en lettres majuscules comme on voit à l'écran. Et voilà. Donc, on a déjà, je pense, des questions. Jean-Philippe, peux-tu? Mais si tu me permets, Yvan, avant qu'on arrive à une question, ça va permettre aux gens, moi j'aime toujours faire en début d'année une rétrospective de l'année précédente. 2023, on a vu en fiscalité 2 mesures importantes être instaurées. Hein, la première mesure qui est la présomption de revenus d'entreprise quand on vend un immeuble dans les 12 mois de son acquisition. Okay, donc, il faut faire attention à ça. J'ai eu des discussions avec plusieurs et c'était pas prévu qu'ils vendent. Et ils ont vendu à l'intérieur du 12 mois et, sauf quelques exceptions, ben, il n'y a pas moyen de s'en sortir. On va être dans du revenu d'entreprise. Ce que ça veut dire, faites attention avec ça, ça ne veut pas dire que au bout du 12 mois, à 12 mois et 1 jour, vous êtes sûr d'avoir du gain en capital. OK? C'est 2 choses différentes. Mais il faut s'assurer que vous pouvez être sûr que si vous vendez dans les 12 premiers mois,
99% du temps, vous allez être dans du revenu d'entreprise. Ça, c'est la première mesure qu'on a vue en 2023. Yes! Mais par rapport à ça, est-ce que si on n'est pas sûr de garder ou de vendre, est-ce que ça serait une bonne idée de s'incorporer à ce moment-là, sachant que si jamais on vend en bout de 6 mois, on pourrait peut-être... Définitivement. Si on n'est pas sûr si on va faire on va appeler ça un flip, hein, qu'on va revendre ou qu'on veut conserver à long terme, ça peut être une bonne stratégie de le mettre dans une compagnie. Si on a une perspective d'investissement à long terme, parce que là, l'argent va être dans une compagnie, puis il va falloir la réinvestir dans une compagnie. Oui, il y a des moyens de regarder ça, mais ce que je veux surtout amener aux gens, c'est un petit rappel de faites attention les ventes que vous faites à l'intérieur de 12 mois. Deuxième mesure qu'on a vu être amenée par le fédéral, et c'est malheureux, Québec a eu aucune mesure à cet effet-là, c'est le remboursement pour Maisonneuve, hein, qui va s'appliquer à 100% et non plus à 36% sur les 4 unités et plus. Et le plafond de 350 à 450 000 disparaît, n'existe plus. Donc, c'est vraiment un remboursement de la totalité de la TPS payée lors de la construction. Et ça ne s'applique pas aux rénovations majeures. C'est vraiment de la construction neuve. Donc, 2 mesures importantes qui ont été instaurées. La dernière, hein, on sait qu'il y a une pénurie de logements. Je suis certain qu'il va s'en construire. Donc, ça va être une mesure qui va être très utile. Excellent. Merci, Richard, pour ce petit recap. Toujours bon de se remettre dedans. Donc, excellent. Puis, 2024, est-ce que tu sais s'il y a de quoi qui s'en vient? As-tu eu de l'information underground avant tout le monde? Ou, Pour l'instant, non, j'ai pas eu d'informations. C'est toujours plaisant, puis j'essaie toujours, quand j'en ai, de la publier sur les sites du club. Fait que les gens, n'hésitez pas à aller sur les pages du club parce que quand j'entends des choses pour les investisseurs immobiliers, c'est certain que je les publie là. Excellent. Merci. JP, est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés? Yes. Ils vont entendre à midi et 29. Comme toujours, et profitez-en parce que Maître d'Amour, avec toute son expérience, là, vous en profitez. Vous avez eu un 30 minutes gratuit avec Maître d'Amour. Allez-y. Posez des questions, évidemment, pas trop précises sur un projet précis. Gardez ça large, là. Mais allez-y, profitez-en. Il y avait Fabien qui a posé la question lors d'un projet majeur. Qu'est-ce qu'on doit tenir en compte là, pour éviter une auto-cotisation? Là? Je pense qu'il y a une double question là-dedans. Là. Mais je te laisse, Richard. Ben, dans un premier temps, Fabien, ce qu'il veut dire, c'est quand on est en présence d'une rénovation majeure, OK, c'est considéré comme si l'immeuble était ramené à l'état neuf. Et étant ramené à l'état neuf, ben, il faut procéder à une autocotisation, c'est-à-dire il faut se cotiser sur la juste valeur marchande du bien, hein, parce que c'est comme si on vendait à soi-même l'immeuble qui est réputé neuf. Donc, c'est certain qu'on est obligé de venir payer 14,975 de la juste valeur marchande avec ou non des remboursements, 36% au fédéral et au Québec sur des seuils de 350 000 à 450 000 au fédéral, mais de 200 à 225 000 au Québec, ce qui est très peu élevé. La deuxième question, c'est que devons-nous faire pour ne pas être considérés en rénovation majeure? La question en est une de pourcentage de remplacement. Appelons ça comme ça. Il ne faut pas atteindre 90% de remplacement. Et là, on va s'entendre sur ce sur quoi ça touche. Toute la structure n'est pas touchée à ça. Okay? Donc, une rénovation majeure, il faut regarder l'intérieur de l'immeuble et dire qu'est-ce qu'on a touché à l'intérieur de l'immeuble. Que vous refassiez la toiture ou pas, ça compte pas. Hein? Une rénovation à 100%, imaginez-vous, vous rentrez dans un immeuble et vous ramenez tout au colombage partout. Vous enlevez les fils, la tuyauterie, le gyps,
les revêtements de plancher, les plafonds, puis vous recommencez à zéro. Là, on est à 100%. Donc, quand on ne veut pas se rendre à 100%, ben on va faire des choix. Par exemple, j'ai vu, moi, dans des projets de flip où, au lieu d'enlever du plâtre puis de remplacer par du placo-plâtre, ou du gyps en bon québécois, ben les gens ont glaisé les murs. Parce que glaiser, ce n'est pas remplacer. Et là, cette section-là a pu être exclue du pourcentage. Donc, c'est toujours une question de choix dans les rénovations, les travaux qu'on fait et le remplacement qu'on fait. Est-ce qu'on pourrait se garder une pièce qu'on ne touche pas, par exemple? On pourrait-tu être... Ça peut être une pièce, ça peut être... Puis il faut regarder la superficie qui est habitable, hein, au début. Est-ce que le sous-sol fait partie de la superficie habitable? Oui ou non. Si c'est une cave en terre, ça ne fait pas partie de la superficie habitable. S'il est déjà aménagé, oui, ça fait partie de la superficie habitable. OK. Bon, donc, le fisc, il traite ça autrement que les courtiers, parce que les courtiers, souvent, les sous-sols, même des fois, ne font pas partie des superficies habitables, mais fiscalement, eux autres, ils vont chercher l'ensemble. Oui. Puis, il faut faire attention, parce que j'ai eu à débattre un cas dernièrement, OK, où, puis je me permets de l'expliquer. On a un duplex, on a ajouté un 3e étage, donc, à mes clients, je leur ai fait déclarer une autocotisation sur l'ajout, hein, parce que c'était du neuf. Mais là, l'évaluateur, lui, il est venu dire, parce que pour le 3e, on avait fait poser, pas on, mais les clients avaient fait poser un ascenseur. Donc, c'est ceux qui ont touché au logement du 1er puis du rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce qu'ils démolissaient la partie permettant de mettre l'ascenseur. Et là, dans le rapport d'évaluation, ben, l'évaluateur, lui, il a mis que ça avait été remis à neuf partout. Donc, Revenu Québec, qu'est-ce qu'il a dit? Tu dois t'auto-cotiser sur l'unité du 1er puis du rez-de-chaussée. Donc là, on a été obligé de débattre avec eux puis de démontrer les travaux, effectivement, qui avaient été faits. Donc, faites attention quand vous avez ce type de documentation-là, qu'est-ce que l'évaluateur fait? Et c'est toi, Yvan, qui m'a fait penser à ça, parce que oui, les courtiers vont mettre un listing si jamais tu le revends, puis qui a été tout remis à neuf, etc., etc. Faites attention parce que c'est des preuves qui arrivent. Avec sagesse, moi, je pense que j'enverrai le listing et le rapport d'évaluation à mon ami Richard, pour qu'il me dise qu'est-ce que tu en penses. Je pense que ça va la peine de payer 1 heure de consultation que de payer 40 000 $ d'impôts plus tard. Ou quelques heures plus tard pour le débattre. Ouais. Ouais. OK. Je pense que tes propos ont soulevé des questions aux gens, là, se sont manifestés. On enchaîne, Jean-Philippe? Oui, effectivement. Ben là, il y avait des petites précisions à avoir. Là. La TVQ, ça n'a pas changé, là, juste pour être sûr que les gens comprennent bien. La TVQ, ça n'a pas changé. Ils ont donné l'argent aux Kings à la place. Ouch, c'est ça, hein? C'est parfait. Une royauté. C'est ce qu'on appelle une royauté. La TPS, oui. Oui, la TPS, oui. Puis, en fait, juste préciser, c'est pour combien d'unités, Richard, la TPS? C'est les 4 et plus. Parfait. 4 OK, qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer des logements. Et c'est pour ça, ça a été spécifiquement dit que des rénovations majeures, ça ne s'applique pas parce qu'ils ne veulent pas faire partie de rénoviction. Hein, ils veulent de la construction neuve, des nouvelles habitations. Parfait. Les questions sont un peu longues. Je ne les mettrai pas à l'écran, là, mais on parlait de TPS, TVQ. Restons dans le sujet. Location court terme. On a vu une super présentation de ta part au Costa Rica, hein, d'ailleurs, la semaine des millionnaires qui s'en vient dans pas très longtemps. Tu avais une super belle présentation, location court terme. Katia qui avait acheté pour la location court terme, là, elle veut y aller y habiter. Là, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là au niveau de son habitation? Vas-y, général, là, on généralise. Général, c'est simple, hein? C'est parce que il faut regarder, puis il y a 2 règles applicables, puis ce ne sont pas nécessairement les mêmes règles, mais le risque,
si j'ai une habitation que j'ai utilisée, et je vais utiliser le terme de façon commerciale, OK? Parce que de la location court terme, considéré commercial, ton loyer tu dois charger la TPS TVQ. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est de dire, OK, est-ce que je suis toujours dans un immeuble d'habitation, OK, comparativement à un motel, hôtel? Et pour être un immeuble d'habitation, il faut que la majeure partie de mes locations dans l'année ait été du court terme. Et grosso modo, c'est que si j'ai toujours loué à court terme depuis que je l'ai eu et que je vais aller l'habiter, les odds, c'est qu'on va avoir un changement d'usage et qu'on va avoir de la TPS TVQ à payer parce qu'on va devenir un immeuble résidentiel maintenant. Okay? Grosso modo, il y a des petites exceptions, il y a des événements qui peuvent faire en sorte que on va regarder la dernière taxe payée, etc. Je ne rentrerai pas dans toutes les complications ou toutes les spécifications, mais le principe, c'est si j'ai un changement d'usage, il y a un risque que la TPS TVQ soit payable. Et quand vous faites l'achat également, faites attention. Okay? Regardez dans votre acte notarié, c'est quoi les déclarations qui sont là en regard de l'utilisation du bien. Parce que c'est important. J'ai eu à un moment donné, je vous donne un exemple, un client qui avait acheté une ancienne RPA, OK, et la notaire dans l'acte de vente était venu dire que la TPS TVQ était applicable à cette vente-là. Et là, les clients, eux autres, ils voulaient convertir en du résidentiel. Imaginez le coût qu'il y aurait eu. Et là, il a fallu que je débatte avec la notaire pour dire non, 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 vous allez changer ça parce que la RPA, c'est un immeuble d'habitation, ce n'était pas sujet aux taxes, puis elle a fait un acte de correction pour l'acte de vente. Donc, il faut prendre le temps de regarder les documents qu'on signe. Hein? C'est pas la première fois qu'on le dit, mais pas juste dans les termes généraux, mais sur des impacts qui peuvent être importants. Toujours consulter, hein? Je l'ai dit plusieurs fois dans les lives, hein, mais la facture d'impôt, la facture fiscale à la fin de l'année, c'est la plus grosse facture qu'on paye de toutes les factures confondues. C'est ça. Ça vaut la peine de faire affaire avec des professionnels. On a Ben Heller à midi et quart. Dans une balance de vente à 100% du vendeur, y a-t-il quelque chose de particulier à voir fiscalement parlant? Naturellement. Naturellement, parce que si on regarde, là, la question qui est apparue, c'était pas la même que tu viens de me poser, là. Hein? À midi et quart. Quand on se fait financer entièrement avec un propriétaire au lieu d'un service bancaire, avec une balance de vente. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses différentes fiscalement parlant, là? Pas pour l'acheteur. OK? Fait que pour Ben, il n'y a pas de différence. La différence peut être pour le vendeur. OK? Parce que la balance de vente peut permettre au vendeur de diminuer son imposition s'il est capable de répartir son revenu sur différentes années. Parce que l'impôt d'un particulier, comment ça fonctionne, c'est plus on gagne de revenus dans une année, plus ces revenus-là sont taxés. Là, je suis mêlé dans mes mains, c'est pas grave. Sont taxés à taux plus élevé. Hein? Et l'imposition peut aller jusqu'à 53,3 %. Si quelqu'un, à part la vente qu'il est en train de faire, il a des revenus bas, ben, il peut avoir un intérêt de s'imposer sur 5 années différentes. L'année de la vente plus 4 autres, parce que c'est le maximum qu'on peut répartir. Pourquoi? Parce qu'il peut aller chercher des points d'impôt à chaque fois, parce que c'est plus intéressant de se taxer 5 fois sur 100 000 que se taxer une fois sur 500 000. OK. On espère que ça répond à ta question, Ben. OK. Je vois des gens qui inscrivent dans le chat go, mais en minuscule, tout ça. Si vous voulez être éligible, inscrivez-le en majuscule, c'est important. On va donner une petite pause, Richard, une petite pause pour qu'on fasse quelques petites annonces. Midi 20 déjà, ça file. Donc, je parle trop.
Non, c'est bon, c'est bon, c'est des très bonnes réponses. On peut peut-être défoncer un petit peu, d'après moi, on va faire plus que 30 minutes, mais bon. Premier événement qu'on vous parle, c'est demain, en fait, à Montréal. Donc, on a notre ami Mike Fontaine et sa conjointe Valérie Boutin, des investisseurs de Québec, qui ont fait un témoignage il y a quelques mois à Québec. Et je ne sais pas s'ils sont là. S'ils sont là, on les salue, mais super témoignage. Ils vont nous parler de systématisation et d'optimisation d'immeubles. Donc, comment ils ont fait pour donner beaucoup de valeur à leur immeuble et travailler moins, en fait, en systématisant leurs choses, et ils peuvent se permettre de mettre moins de temps par la suite. Donc, ils vont venir nous partager ça demain. Petite tempête qui annonce, mais on espère que vous allez être au rendez-vous quand même. Nous, on va être là avec enthousiasme pour écouter ce super témoignage. Ensuite, on a un autre événement qui est en fin de semaine, donc le Boost Camp Go Go Go, qui a lieu samedi et dimanche à Montréal. C'est un 2 pour 1, donc si vous vous inscrivez, vous pouvez emporter quelqu'un avec vous. C'est gratuit. Et on va parler de recherche d'immeubles, on va parler de financement créatif, on va parler de crédit, on va parler de plan, on va parler d'offres d'achat. Donc, on va remplir un modèle d'offres d'achat ensemble pour que vous puissiez vous en servir pour faire vos offres d'achat dans d'autres types de transactions. Donc, c'est la fin de semaine au complet à Montréal. On espère que vous allez être des nôtres. Il reste encore quelques places. Et on enchaîne, pour ceux qui ne sont pas là, qui ne sont pas disponibles samedi, dimanche, peuvent venir seulement samedi. Donc, le cours L'indépendance financière grâce à l'immobilier. C'est une journée complète au montant de 295. Et ceux qui partagent le lunch peuvent courir la chance de gagner 100 $ qui va être applicable à cette formation-là. On enchaîne ensuite avec notre soirée virtuelle qui a lieu le 17 janvier prochain. Donc, c'est sur Zoom. Il va y avoir différents experts qui sont là, des membres corporatifs du club. Il va y avoir des coachs du club qui vont être là pour répondre à vos questions. Donc, on a différents salons et vous allez dans les salons qui vous interpellent le plus. Et on va avoir également une mini-conférence en première partie. Donc, c'est en ligne, c'est gratuit mercredi prochain. Et on termine avec l'événement de réseautage à Québec le 24 janvier prochain. Les sujets ne sont pas encore déterminés, mais c'est de 18h30 à 21h30. Mettez ça à votre agenda. Évidemment, il va y avoir du réseautage. Il va y avoir vous allez avoir accès aux livres du club et vous allez pouvoir faire des contacts également, échanger entre vous. Et c'est un rendez-vous le 24 janvier prochain. Je crois que c'est terminé. Non. Programme Élite, qui a lieu à Montréal le 24 février prochain. Ça débute durant 10 mois. Et on va vraiment passer tout à travers le processus pour investir. On va parler de recherche, on va parler d'analyse de rentabilité, on va parler d'offres d'achat, de visite des lieux, de financement créatif. Si on va acheter des immeubles avec l'argent des autres, on va apprendre ça avec notre ami Richard, M. Lépine et moi-même. On va parler également d'inspection, de gestion d'immeubles. Bref, on ratisse très, très large pour vous permettre de bien débuter en immobilier ou du moins peut-être aller à un prochain niveau si vous êtes déjà investisseur immobilier. Donc, il reste encore quelques places. On s'inscrit en ligne. Et ceux qui font le bootcamp, je n'ai pas dit tantôt, mais ceux qui font le bootcamp du 13 et 14 janvier prochain et décident par la suite de s'inscrire au programme Élite, on va vous créditer en fait votre bootcamp. Donc, vous faites le bootcamp et si vous allez de l'avant avec le programme Élite, c'est remboursé. Donc, c'est sans risque tant qu'à moi. Et voilà. OK. Yes, sir. Je ne sais pas si Richard t'en avait regardé. Il y en avait une qui me venait en tête parce que la date d'échéance est plutôt rapprochée. Le fameux compte d'urgence pour les entreprises, là, date limite le 18 janvier. Il y avait une question, c'est comment on traitait ça fiscalement, cette subvention qu'on a reçue du gouvernement? C'est simple. En théorie, la subvention, là, c'est 10 000 ou 20 000, ça dépend combien qu'on a pris. Là, on a-tu pris 40 ou 60? 60, exact. Mettons 60, la majorité des gens ont pris 60. Jouons le scénario. 60, c'est le 20 000 dans l'année de la réception, okay? Pas dans l'année du remboursement, dans l'année de la réception, vous deviez traiter ça comme un revenu, le 20 000. Et si vous ne remboursez pas à l'échéance, ben là, vous alliez créditer vos revenus, donc vous faisiez un amendé. Donc, en théorie, vous devez déjà avoir tenu compte de l'impact fiscal de cette mesure-là. Sinon, ben, un petit appel à votre comptable, je pense, serait de mise. C'est ça, une petite correction à faire. Donc, on se fait créditer. Donc, si on ne rembourse pas le 40 000, si toujours on y va dans un scénario de 60 000, si on ne rembourse pas le 40 000, le 18 ou le 19, là, j'ai la date qui m'échappe, je pense que c'est 18, hein?
le 18 janvier. Moi, j'avais... Ta minute, si je regarde... Ouais, c'est quelque chose qui tourne alentour. Entre le 15 et le 19, mettons ça de même. Bon, mettons ça comme ça. Donc, si vous ne le faites pas, ben là, il se transforme en prêt. Là, donc, à noter pour les investisseurs immobiliers, on perd notre subvention de 20 000. Voilà. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui t'interpellaient, Richard, que tu sentais ton Écoute, cœur. je les ai vus passer, mais je vous laissais le choix des questions. Lise avait une question en début de live, là, en coulisses, là, pour les gens qui débutaient un peu plus. Fiscalité, comptabilité. Pourquoi s'intéresser à la fiscalité? Quand s'intéresser à la fiscalité versus la comptabilité? Et souvent, je fais des appels de coaching parce que ceux qui prennent le programme Mentorat, programme Élite, ont le droit à un appel 30 minutes avec moi. Puis souvent, ils se préparent des questions et à la fin, ils me posent souvent la question suivante. Si tu as un conseil, Richard, à me donner, ce serait lequel? Puis moi, ce que je leur dis, c'est structurez-vous. Okay? On paye déjà beaucoup d'impôts et de taxes. Moi, j'ai jamais de problème avec l'impôt que j'ai à payer. Si était bien utilisé, ça serait encore mieux, mais ça, c'est une autre question. Mais c'est surtout les autorités fiscales, ce qui me fâche, c'est que en quelque part, ils prennent des revenus qu'ils ne devraient pas prendre et ils les prennent parce que l'investisseur immobilier n'est pas structuré. Beaucoup de gens pensent, à tort, que l'impôt, quand il nous demande une somme d'argent, il doit démontrer qu'on la doit. C'est l'inverse. La loi de l'impôt est faite de la façon suivante, c'est que si l'impôt dit que vous devez 100 $, c'est à vous à démontrer que vous ne le devez pas. Donc, il faut que vous soyez en mesure d'être structuré et d'être capable rapidement de répondre aux questions des autorités fiscales. Peu importe la structure, que vous ayez un logiciel, un Excel, mais il faut que vous soyez en mesure de dire, ben, si vous avez passé 6 242 $ en dépenses de rénovation, il faut que vous soyez capable de faire le lien tout de suite avec les factures et de dire, ben oui, ça c'est dans tel appartement, j'ai fait telle modification, telle rénovation, etc., etc. Et quand vous avez un appel des autorités fiscales, il faut être capable de répondre, moi je dis tout le temps, en 10 minutes. Si vous ne répondez pas en 10 minutes, là, ça commence déjà pour les autorités fiscales à dire « Ah, on va peut-être aller plus loin parce que c'est quelqu'un qui n'est pas structuré. C'est quelqu'un qu'on va peut-être être en mesure d'aller chercher un peu d'argent. » Structurez-vous. C'est pas à votre comptable, c'est pas à votre fiscaliste à faire ça, d'être capable de répondre aux questions qui sont des questions de fait. Vous n'avez pas à répondre à des questions légales ou comptables complexes. Ce sont des questions de fait. Puis quand on s'en tient à ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus facile. Donc ça serait probablement mon premier conseil fiscal. Puis la fiscalité, ça complète la comptabilité. Okay? Parce que, oui, des fois, il y a de l'interprétation. Puis on donne souvent l'exemple, si tu n'as pas un bon comptable puis que tes frais de financement, ils les capitalisent à l'immeuble, ben tu vas les déduire sur 25 ans ou 30 ans au lieu de les déduire sur 5 ans. Ça, c'est une question fiscale. Ça, c'est pas nécessairement à vous à connaître ça. C'est à votre professionnel. Mais il faut que vous ayez classé les bonnes dépenses aux bonnes places. Magnifique. Avec toute la stature de maître d'amour. Oui, vas-y. J'ai vu une question passer, OK? Oui. Puis je tiens à y répondre parce que souvent, vous savez, dans les dernières années, compte tenu des modifications fiscales, je dis, à moins que tu aies une raison d'acheter d'une compagnie, tu vas acheter au personnel. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, bon, dans le cas d'une acquisition personnelle, est-ce que mes frais de déplacement sont déductibles? Oui. Puis je m'explique. Pour pouvoir déduire les frais de déplacement, il faut avoir plus qu'un immeuble.
Donc, si on a plus qu'un immeuble à revenu, puis je précise à revenu, pas un immeuble où on habite, oui, on va pouvoir déduire les frais de déplacement, puis tous les frais de déplacement en lien avec le revenu de bien qu'on gagne. Et il faut s'assurer d'avoir un registre kilométrique qui indique c'est quoi nos déplacements, c'est quoi la distance, c'est quoi la raison. Et ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve l'ensemble de nos factures d'automobile, que ce soit permis de conduire, immatriculation, assurance, entretien, essence, tout le kit, on additionne ça et on fait le prorata de kilométrage pour fin d'affaires sur kilométrage total multiplié par nos dépenses et c'est le montant qu'on va pouvoir déduire. Voilà. Il y avait une question en lien avec ça tantôt sur une construction neuve. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut déduire notre kilométrage quand on va à notre chantier qui est en train de se construire, même si ça n'a pas encore de revenus? Quant à moi, on a un immeuble. Oui, moi, je le passerais, mais en autant qu'on a plus qu'un immeuble. Parce que c'est toujours la question. Ça, je serais curieux qu'à un moment donné, ça soit débattu. Si ça serait le deuxième immeuble, ça, tu sais, tu en as déjà un, puis ça, tu peux ton deuxième. Moi, si c'était le deuxième, là, moi, je le ferais parce que c'est dans un but de gagner un revenu. OK? Mais la question de pourquoi 2 au deuxième immeuble, je serais curieux. Je n'ai jamais fouillé la raison derrière ça, mais je serais curieux aussi que ça soit contesté. Le problème, c'est que les enjeux monétaires sont trop petits pour que ça soit contesté. OK. On semble nous confirmer que c'est le 18 janvier la date là, pour des subventions et non le 19, selon 4-5 participants. Ensuite, comme autre question, Jean-Philippe, on a-tu d'autres choses? En fait, si on regarde juste dans le kilométrage, la question de la construction neuve, est-ce qu'on peut la déduire au moment où est-ce que le chantier, est-ce qu'on peut déduire avant la construction finale du bâtiment? Moi, je le ferais. Oui. Je le ferais. Oui, parce que mon déplacement, j'ai plus qu'un immeuble. Hein? Je suis propriétaire du terrain. À moins qu'il soit construit puis que j'en sois pas encore propriétaire. Tu sais, que je sois pas propriétaire du terrain. Donc là, je suis pas en présence de 2 immeubles. OK. Donc, tu prends possession quand il est construit, mettons. Là. Ça ne marchait pas. Oui, c'est ça. OK. Frais de bureau. À partir de combien de logements pouvons-nous avoir des frais de bureau? Nous demande Jamel. À midi 30. On peut en avoir dès le départ. La question, c'est il y a des critères relativement aux frais de bureau. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que ça équivaut à un remboursement de dépenses. Okay? Donc, tu peux prendre une partie des dépenses de ta maison comme déduction. Si tu te charges un loyer qui n'est pas je vais utiliser ton remboursement de dépenses, bien là, tu risques peut-être d'avoir, puis là, es-tu incorporé, pas incorporé, un revenu, une dépense. Mais si tu es propriétaire d'immeuble personnellement et que tu utilises un espace dans ta maison, ben, tu vas calculer une superficie que tu utilises et tu vas, en cette superficie-là, multiplier par les dépenses occasionnées et non pas un loyer à juste valeur marchande. C'est quelque chose de raisonnable parce que je peux avoir un grand bureau là, de 33% de ma maison, mettons. Est-ce quelque chose Toute dépense. Okay? La loi fiscale a dit que toutes les dépenses raisonnables qu'on a fait dans le but de gagner un revenu peuvent être déductibles. Revenu de bien, revenu d'entreprise. Et là, mélangez pas, là, salarié, c'est une autre chose. Là. On parle vraiment là, de quelqu'un qui a du revenu de bien ou du revenu d'entreprise. Brian Boucher, tu sembles dire 20% de superficie sous un même toit. Ben, ça se peut, mais là, il dit bureau à 2 professionnels, 20%. Oui, ils sont 2, OK. Ouais, 2. Peut-être, mais c'est souvent des pourcentages de 10%, 12% qu'on voit. OK. Excellent. Peut-être garder une question ou deux après notre tirage. Richard, tu vas être encore toujours encore là. indispo. Fait qu'on va faire notre tirage, puis après, on va prendre deux petites dernières questions. Regarde-les, Richard, si jamais tu veux, en attendant aussi. Oui, ça va te donner du temps pour les lire.
Donc, le premier prix qu'on fait tirer, c'est 100 $ sur le IMO 101 qui a lieu samedi qui s'en vient. Et le gagnant est Alex Lab. Donc, félicitations, Alex, en espérant que tu sois disponible cette journée-là. L'autre prix, c'est le Boostcamp Go 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 qui a lieu en fin de semaine, samedi, dimanche, donc valeur de 595 $. C'est un 2 pour 1. Donc, si vous gagnez, vous pourrez amener quelqu'un qui, lui, va payer, évidemment, mais vous, ce sera gratuit. Et c'est Pat Norme, notre bénévole de Québec, qu'on salue. Je pense que ça fait 3 ou 4 fois qu'il gagne, Patrick. Merci de partager et félicitations. Ensuite, on a 250 $ de rabais sur le programme Élite, notre coaching et mentorat de 10 mois. Et le gagnant ou la gagnante est Mike White. Félicitations aux 3 gagnants. Donc, on contacte Julie au service à la clientèle ou on va sur le site du club. On va mettre dans le chat également le lien pour trouver le numéro de téléphone pour contacter Julie. J'ai vu une petite question qui est un complément à TPS TVQ qu'on parlait tantôt. Et la personne disait, est-ce que je peux me faire rembourser la TPS TVQ au fur et à mesure de ma construction? Là, on va mettre 2 choses en perspective. L'autocotisation, c'est une chose, puis le remboursement pour Maisonneuve, c'en est une autre. Okay? Dans notre autocotisation, oui, à la fin de notre construction, on va s'imposer, se taxer sur la valeur marchande et on va avoir un montant de TPS TVQ à payer et on peut soustraire la TPS TVQ payée dans le cadre de la construction. La question, c'est est-ce que celle que je peux récupérer, je peux la récupérer au fur et à mesure? Administrativement, les autorités fiscales ont accepté qu'on s'inscrive aux taxes le temps de la construction pour récupérer les TPS TVQ. Cependant, je vous avise tout de suite, OK? Tout dépendant, puis je pense que bien des investisseurs immobiliers ont vécu ça. Quand on demande un remboursement de TPS TVQ et qu'on ne déclare pas de TPS TVQ payable, ben, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Puis avant qu'on obtienne notre remboursement, des fois, ça prend du temps. Donc, oui, c'est possible, mais des fois, je vais utiliser l'expression, c'est chiant. Puis, des fois, on aime mieux attendre à la fin. Jean-Philippe hoche de la tête, je pense qu'il a vécu cette expérience-là. Je pense qu'à chaque fois dans ma carrière, je pense que c'est pas arrivé une fois que j'ai demandé un remboursement, que je me suis pas fait demander des documents. C'est pas arrivé une fois. Puis on avait Guy Demers à la fin de l'année qui disait des fois c'est mieux d'attendre une période puis d'en payer un petit peu que d'en réclamer avant. Je suis tellement d'accord. À chaque fois que ça m'est arrivé, des fois c'est des niaiseux de 2000$. Là, il faut que j'envoie des documents à pu finir. Voilà. C'est ça. Mais dans le cadre de construction neuve, tu n'en auras pas de revenus. Fait qu'il faut t'attendre à la fin. Exact. Fait que c'est une question de... Tu sais, sur des très grands projets, je comprends qu'on veut... Parce que sinon, on le finance pendant un bout de temps. Mais attendez-vous à vous faire poser des questions. Soyez prêts à envoyer de la documentation parce que c'est clair que le téléphone va sonner. C'est tellement facile pour eux, hein? Une réclamation? Ah oui, justificatif. Paf! Il y a une lettre qui part par la poste. That's it, that's all. Fait qu'au lieu d'envoyer un chèque, on envoie une lettre. C'est ça. Ouais, puis des fois, c'est long. Là. Nous, on a fait une grosse réclamation. 30-40 000 sur un bâtiment qu'on avait fait des rénovations quand même significatives. Hey, ça fait 8 mois, là, je pense, là, que là, ils demandent ci, là, ils redemandent ça, puis là, ils redemandent ci. En tout cas, voilà. Tranche de vie d'un investisseur. Excellent. Richard, aurais-tu un petit conseil en terminant pour nos investisseurs? Tu en as donné plein, là, mais un autre. Un autre conseil? Oui. Tantôt, je parlais de structure. OK? Et les gens sont souvent très bien structurés pour leurs immeubles. Mais personnellement, ils sont un peu tout croche. Et j'ai vu des investisseurs immobiliers, malheureusement, que tous leurs immeubles étaient clean. Et les autorités fiscales ont dit, ben, vous allez me remettre vos relevés bancaires des 3 dernières années. Au personnel. Au personnel. Et là, ils ont regardé tous les dépôts. Puis ils ont dit, ben, tous les dépôts non justifiés, c'est du revenu non déclaré, je te taxe dessus.
Moi, j'ai une excellente mémoire. Mais ce que j'ai déposé le 3 décembre 2021, je m'en souviens pas. Annotez vos relevés bancaires. OK? Si tu as vendu ta vieille guitare, ben marque que j'ai vendu la guitare, garde ta preuve qui est Gigi, que tu l'avais mis en vente, etc., etc. Donc, ça, c'est un autre élément où, si vous avez ça, ils vont vous poser des questions, mais pas longtemps. Ça me fait penser, Richard, tu as une formation que tu avais fait, l'Agence du revenu pourrait débarquer, préparez-vous. Donc, c'est disponible en préenregistré, ceux qui veulent l'écouter, là, pour sauver justement une facture d'impôt éventuelle en bien se préparant, en bien structurant ces choses. Donc, allez vous intéresser, c'est sur le site du club. Hey, Georges, j'en ai une dernière ultra rapide pour toi. On doit garder les documents combien de temps? Oh, ça, c'est une bonne question parce que moi, je vous dirais, gardez-les très, très longtemps parce que il faut les garder 6 ans. Après la dernière fois, on en a besoin. OK. OK? Vous achetez un immeuble en 1990. Vous le vendez en 2030. Bien, tous les documents sont nécessaires tant qu'il n'est pas vendu. Parce que de ce temps-là, les autorités fiscales, ce qui s'amusent, là, c'est à vérifier nos coûts d'acquisition. Parce que quand on vend, notre gain, c'est quoi? C'est le prix de vente, moins notre coût d'acquisition. Et là, ils viennent nous challenger sur notre coût d'acquisition. J'ai fait un roulement fiscal, puis ils m'ont demandé ça. Puis dans mon coût d'acquisition, là, j'avais mon prix d'achat, puis j'avais les frais de notaire, puis le droit de mutation. Fait qu'il faut garder ces documents fort longtemps. C'est ce que j'allais dire. Sûrement qu'ils s'en reprennent sur les frais d'acquisition parce que tu n'as pas tendance à garder ça. Ça fait 18 ans, tu as l'immeuble. Ils sont où ces papiers-là? Tu sais? C'est en plein ça. Puis parce que notre frais d'acquisition, puis toutes les dépenses que tu as capitalisées, là, si tu as refait des logements à je ne sais pas quelle année, ben oui, il faut que tu les gardes, ces factures-là. Ah ouais, hein? Moi qui pensais me débarrasser de mes vieux documents après 7 ans, là, je peux pas. Là. Alors, tu vas les scanner, puis tu vas garder. Une chance que la mémoire virtuelle ne coûte plus aussi cher qu'avant. Voilà. Mais on est digitalisé, mais quand même pas depuis 2010. Là. Alors, il y a un petit moment où est-ce que je pensais acheter des documents, mais on va digitaliser. Ça va être, c'est ça. J'allais dire, ça va être un projet du temps des fêtes, mais trop tard. Autre chose que j'ai vu passer, je me permets, là, parce que, puis on défonce trop, mais c'est pas grave, les voitures. Okay? Il y en a beaucoup qui ont fait bien de l'argent avec leurs voitures durant la pandémie, right? Parce qu'ils étaient capables de revendre ça très cher. Ben là, ce qu'on voit passer, c'est des avis de cotisation. Si on a vendu plus cher qu'on a acheté. OK? Fait que ceux que c'est le cas, c'est arrivé, attendez-vous à ça. Puis les valeurs sont déclarées à SAQ. Fait que c'est dans l'ordinateur du gouvernement. Good, tu dis qu'on défonce, mais c'est pas grave. Il y a encore déjà 180 personnes sur Facebook à part les autres plateformes. Donc, fort intéressant. Pour que les gens restent. Excellent. Donc, je pense qu'on va mettre fin à ce super lunch quand même. On a parti ça fort en début d'année avec Richard. Là. 200 personnes de présentes. Jean-Philippe, as-tu un petit mot avant que Richard donne le sien? Bien, je pense que je l'ai martelé au courant des 151 lunchs immobiliers souvent. Facture fiscale, je le répète, facture la plus chère. Puis, ça coûte tellement cher de ne pas faire affaire avec des professionnels. Tu sais, les gens disent « Ah, je ne ferai pas affaire, je vais sauver, je vais faire ci, je vais faire ça. » Aïe, 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 quelle catastrophe. Puis en plus, la plus grosse facture. Fait que de faire affaire avec des professionnels. Richard, que je connais, que j'ai eu la chance de côtoyer depuis que je suis au club, depuis 2018. On fait quelques semaines des millionnaires ensemble. Quel professionnel. Puis en plus, un investisseur immobilier. Donc, des fois, vous allez chercher un spécialiste, mais qui n'est pas spécialisé dans l'immobilier. Donc, il y a des petites différences. Fait qu'encore merci, Richard, de tout ton savoir et de partager ça avec tout le monde. Je suis toujours content. Puis, tu vois, j'ai encore appris aujourd'hui. Je m'en allais jeter mes boîtes. Puis, tu vois, je vais les garder dans mon sol encore. Fait que merci à toi. Là. Ah, ou tu numérises ça, puis tu les gardes précieusement plus longtemps, puis ils ne te dérangeront plus une fois qu'ils sont numérisés. Voilà, exact. On a de très bons commentaires aussi pour toi. Pour nous, là, il y a Brian Boucher-Côté. Merci les gars, très bon lunch. Vous êtes vraiment chers. Puis il y a Christophe Langevin avec Richard, c'est toujours du bonbon.
Donc, merci les boys pour cette belle discussion. Merci beaucoup pour ce beau midi intéressant pour partir l'année. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des beaux commentaires pour Richard ou pour l'équipe qui est là dans le chat, ça nous fait plaisir de vous lire. C'est toujours intéressant de lire ça. Il y a un petit mot de la fin, Richard. Moi, ce que je vous dirais, le club est toujours là pour aider les investisseurs immobiliers, puis vous faites un excellent job, tous les deux, JP et Yvan. Merci de m'avoir invité. J'adore pouvoir aider, moi aussi, à ma façon, les gens. Hey, merci Richard pour ta générosité. On sait qu'on va se revoir en 2024 dans un lunch, ça c'est officiel. Il va y avoir un budget en avril, je crois, qui va sortir. Mars-avril, c'est toujours là qu'on a le budget, puis on voit ce que les gouvernements veulent faire. Donc, on va se revoir dans ce moment-là, dans ces eaux-là. Donc, excellent. Et merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, donc le 15 janvier. Sujet, c'est M. Lépine, donc M. Jacques Lépine, le fondateur du club, va être là. On va parler de prêts privés, entre autres. On va peut-être graviter au alentour de ça aussi. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. S'il est là, on le salue. Sinon, toute la gang, on vous souhaite une belle semaine. Demain, n'oubliez pas la mensuelle à Montréal, la virtuelle le 17 janvier prochain. Donc, merci à tous d'avoir été là et à bientôt. Go, go, go!